Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 31 octobre 2016. Débutons par ce mouvement d'humeur des travailleurs nigériens de la CNPC. C'est la China National Petroleum Corporation. C'est la société qui exploite le pétrole nigérien. Les agents nigériens donc de cette société étaient ce matin en sit-in à la devanture de l'hôtel Solux qui abrite donc le siège de cette société pour encore une fois demander aux responsables de cette société de meilleures conditions de vie et de travail. Pour la télévision Labari, il y avait nos reporters Aboubakar Souley et Asmaou Seydou. Ils l'ont promis, ils l'ont fait ce matin en dépit de toute injection et pression. Ce sont les travailleurs nigériens de la CNPC qui, pour se faire entendre, décident de faire le pied de grue, passant ainsi à la vitesse supérieure dans la lutte ou le combat qu'ils mènent pour une réparation de justice dont bon nombre de leurs camarades injustement en ont payé les frais. Nous sommes là pour manifester notre mécontentement et nous sommes vraiment navrés donc de constater cet état de fait. Et nos camarades ne demandent que l'application des lois, juste pour remettre donc les camarades dans leurs droits, améliorer les conditions de vie, de travail et dissiper donc les discriminations. Donc là, c'est pour cela que ces camarades-là ont été mis à pied. Déterminés et plus que jamais convaincus de la noblesse de la lutte qu'ils mènent, ces agents de la CNPC n'en démodent pas et promettent d'intensifier le mouvement dès les prochains jours. Un réseau parlementaire sur les changements climatiques vient de voir le jour. Il a été créé donc ce matin et déjà à l'entame de ses activités, une formation et une sensibilisation sur les problématiques du changement climatique au Niger. Je propose de suivre le lancement de ce réseau et de cette formation donc destinée aux membres du dit réseau avec le reporter Chebou Guisso et Ali Sissé Ibrahim. Le changement climatique de par le monde est une réalité visible et le Niger n'est pas épargné par ce phénomène observable dans son environnement, tant en ce qui concerne les perturbations dans son climat qu'en ce qui touche la désertification, ce qui justifie le lancement de l'atelier du réseau parlementaire sur les changements climatiques et le développement durable. Prenant la parole le député national Ibrahim Mohamed, président du réseau Changement climatique et développement durable, a relevé la nécessité d'une synergie globale autour du sujet de la modification climatique. Ensuite, intervenant à son tour, le président du conseil d'administration de la plateforme de la société civile sur les changements climatiques et le développement durable de mettre l'accent sur le financement et la mobilisation autour du changement climatique. Cet atelier se tient à une semaine de la 22e conférence des partis sur les changements climatiques et le développement durable, qui aura lieu du 17 au 18 novembre 2016 à Marrakech pour la concrétisation des accords de Paris qui rentreront plus tard le 4 novembre 2016. C'est pourquoi cet atelier d'échange sur les négociations et les mécanismes de financement tombe à point nommé, pour nous permettre d'alerter les législateurs décideurs politique que vous êtes sur les enjeux relatifs aux questions des ressources financières, mais aussi de susciter une mobilisation populaire et un engagement sans faille des citoyens face aux défis des changements climatiques. Procédant à son tour au lancement de l'atelier, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Liman Ali, définit la dynamique qui soutient les actions du réseau des parlementaires sur l'environnement et les changements climatiques. Le Niger a consenti beaucoup d'efforts dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Dans la mise en œuvre des interventions, l'Assemblée nationale et ses démembrements ont toujours accompagné les efforts sous forme d'actions variées et multiformes. Dans ce cadre, le réseau a déjà eu à conduire d'importantes activités au cours de précédentes législatures et attend de poursuivre utilement au cours de celles-ci en cours. Ainsi, pour l'issue de l'atelier de lancement des activités du réseau parlementaire pour les changements climatiques, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a exhorté les participants à se familiariser avec les thèmes liés au changement climatique tout en abordant l'évolution de la coopération internationale en la matière afin de renverser la tendance ainsi que les défis de la finance climat.
De la politique avec ce retour au bercail pour les militants du parti Amin Amen. C'est dans le quartier Kwarategi de Niamey. Donc Amin Amen, c'est l'alliance des mouvements pour l'émergence du Niger de Omar Hamidou Tiana d'Iladan. Les militants de la section Kwarategi donc décident de revenir dans la formation politique après l'avoir quitté en septembre dernier. Et comme au départ, ils ont rendu public une déclaration cet après-midi. Elle nous est résumée par Halidou Bourema et Nasser Dantofo. Le 11 septembre 2016 dernier, la section des femmes Amen Amin de Kwarategi, dans le 2e arrondissement, a annoncé son retrait de ce parti au profit de Kishinkasa de Ibrahim Yakoubou. Et 2 mois après, cette même section revient sur sa décision et cela pour des raisons propres à elle. Notre départ au sein du très cher parti l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amin Amin. Sachez que cette déclaration a été précipitée et enrichie au moment des faits. Nous avions cru d'une manière hâtive, avions choisi le meilleur camp. Mais très malheureusement, nous nous sommes retrouvés là où les militants et militantes n'ont aucune considération et encore moins de l'estime du service rendu, où la voix de la démocratie est totalement ignorée. Nous regrettons profondément d'avoir quitté le camp où règne la démocratie, la considération du militant, quel que soit son âge et son opinion. C'est pourquoi, après moult réflexions, les militantes et militants de la section Amen Amin de Kwarategi décident de revenir au sein de leur parti d'origine. Déclarons solennellement ce jour, 31 octobre 2016, notre retour au Bercail, qui n'est autre que l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger Amin Amin. Présentons nos excuses à toute la famille Amin Amin en général, au coordinateur communal Al-Hajj Nounou, et la combattante, la présidente des femmes, Madame Adam Hadja Hamsou, aux femmes et à la jeunesse de la commune Niamey 2. Nous prions le Tout-Puissant, le Miséricordieux, d'assister le président national du parti, son Excellence Omar Hamidou Tiana, et nos forces de défense et de la sécurité, le FDS, et protéger notre cher pays. Ainsi, dans la joie et la fraternité, les membres de cette section retrouvent leurs anciens militants et militantes avec lesquels ils ont milité depuis la création du parti Amen Amin. Voilà, suivant à présent 2 reportages avant les informations hors de chez nous. Le premier porte sur la saison froide et les maladies qu'elle engendre, avec notamment pour les jeunes enfants, donc la consommation des produits congelés et les maladies qui en découlent. Les jeunes scolaires surtout, donc, qui consomment les produits congelés en cette période de froid, courent beaucoup de maladies, comme ont pu le constater nos reporters Nasser Sedou et Nafissa Zakou. La saison froide s'installe progressivement et ce sont les enfants qui sont les plus exposés aux maladies qui l'accompagnent. Des maladies causées en partie par la consommation des produits glacés. Une consommation qui doit être réduite, voire empêchée à la maison comme au niveau des établissements scolaires selon les spécialistes de la santé. Le froid commence à s'installer. Donc, au fur et à mesure, on a les enfants qui se présentent au niveau du CSI. Pour les rhinites allergiques d'abord. Après les rhinites, on a les bronchopneumopathies, les asthmes et les pneumonies. Il y a le froid, le vent et les mères qui ne s'occupent pas bien de leurs enfants. Elles doivent les mettre au chaud, les habiller convenablement. Pour la toilette qui doit se faire à l'intérieur avec de l'eau chaude. Éviter les apollos glacés, il faut les éviter complètement. Donc quand on regarde encore l'enfant, on l'examine d'abord. Donc en fonction des signes que cet enfant présente, on instaure un traitement et en même temps on profite pour donner des conseils à cette mère. Il revient donc aux parents de commencer à bien protéger les enfants qui constituent une couche vulnérable pour cette saison froide. Le deuxième reportage, lui, porte sur une activité menée par des jeunes, notamment sur les artères de la capitale Niamey. Il s'agit de la vente des cartes prépayées des différentes compagnies de téléphonie mobile. Nous allons le voir dans ce reportage. Ces jeunes, à travers cette activité, arrivent à trouver leur pitance. Le reportage est signé chez Bouguisso et Nafissa Hassan. Aide-toi, Dieu t'aidera. Adage bien compris par ces jeunes qui, au lieu de s'adonner à la recherche du gain facile, se livrent à cette activité.
celle de la vente des cartes de recharge au niveau des carrefours de la ville. J'ai exactement 6 ans en exerçant ce métier auquel j'arrive à subvenir à mes besoins et ceux de ma famille. Effectivement, je vends des cartes chap-chap tout comme les puces. Alhamdulillah, grâce à ce travail, je parviens à tout faire, satisfaire mes besoins et ceux de ma famille. J'ai aucun problème particulier et d'ailleurs que Dieu nous en garde. Chaque matin, je sors et avec l'aide de Dieu, j'arrive tout de même à joindre les deux bouts. Une activité à travers laquelle ces jeunes arrivent à tirer leur épingle du jeu. Par jour, peut vendre de 75 000 à 100 000. Maintenant, vraiment que chacun trouve de quoi faire au lieu de s'adonner à des futilités ou bien à errer. Dieu a dit, lève-toi, je t'aiderai. Comme quoi, aide-toi aussi, le ciel t'aidera. Nous n'avons pas un certain niveau intellectuel, mais on profite et se travaille du mieux qu'on peut et on se débrouille tout de même quand même bien. Il faut se lever pour chercher sa pitance quotidienne. C'est mieux que de rester oisif ou errer ou bien rester à la maison, attendre indéfiniment la main pour que quelqu'un subvienne à tes propres besoins. La vente des cartes de recharge est une activité génératrice de revenus dans laquelle beaucoup de jeunes ont trouvé des moyens pour gagner leur pain. Voilà l'actualité hors de chez nous, sur le continent d'abord en Centrafrique. L'intervention militaire française dans ce pays, dénommée Opération Sangariste, a pris fin officiellement aujourd'hui. Vous vous rappelez, elle a été lancée en 2013 au plus fort moment des violences intercommunautaires. Elle a peut-être permis d'éviter un génocide, mais même avec son départ, les violences continuent en République centrafricaine. Mission terminée pour Sangaris. L'opération militaire française prend fin, mais pour Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, cela ne veut pas dire que la France s'en va définitivement de Centrafrique. La France, sous la forme de la mission militaire Sangaris, arrête une période, mais s'ouvre une autre période où la France sera toujours présente, soit parce que la France est présente et sera présente dans la MINUSCA de manière significative, soit parce que la France est présente et sera présente dans la mission de formation initiée par l'Union européenne pour que les forces armées centrafricaines puissent se restructurer, soit parce que la France sera toujours en attention et en assistance, y compris militaire si nécessaire, auprès des autorités centrafricaines légitimement élues. Concrètement, 350 militaires français équipés de drones d'observation devraient rester sur place pour appuyer la MINUSCA, la mission des Nations Unies dans le pays. Les hommes supplémentaires pourront être mobilisés à la demande du gouvernement centrafricain en cas de menace sérieuse. Malgré cela, cette décision inquiète de nombreux Centrafricains, car si la France se félicite d'avoir mis fin au massacre de masse, elle n'est pas parvenue à neutraliser les bandes armées qui sévissent encore dans certaines localités. De nombreux affrontements ont d'ailleurs éclaté dimanche dans le quartier musulman du PK5. Ce local. En fin de semaine dernière, d'autres violences dans le centre du pays avaient fait 25 morts. La France avait lancé Sangaris fin 2013 pour mettre fin à la guerre civile entre la rébellion séléka majoritairement musulmane et les anti-Balaka, les milices chrétiennes. Le conflit a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Sur le continent européen, la vague d'arrestations se poursuit en Turquie après la tentative du coup d'État de juillet dernier. Cette fois-ci, c'est dans les rangs des médias que le pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan a frappé. Des responsables du principal journal d'opposition sont en effet aux arrêts depuis ce matin. Ils sont soupçonnés d'activités terroristes en lien avec le principal présumé auteur de ce coup d'État avorté, l'opposant Fethullah Gülen en exil aux États-Unis d'Amérique. Porte close et policiers armés.
Le Cumhuriyet, principal quotidien d'opposition en Turquie, est forcé à se taire. Rédacteur en chef, caricaturiste et d'autres figures ont été placés en garde à vue. Ces arrestations totales pour des soupçons d'activité terroriste en lien avec Fethullah Gülen, l'opposant au pouvoir accusé d'avoir fomenté le coup d'État raté de juillet dernier. Le fait que l'AKP, le parti au pouvoir, cible directement ses opposants signifie qu'un autre coup d'État est en cours contre les civils et l'opposition. Connu pour ses enquêtes fouillées, le Cumhuriyet avait suscité les fous du pouvoir. Devant le siège du journal, ils sont des centaines à dénoncer une purge contre la liberté de la presse. Nous continuerons à garder la tête haute et nous continuerons à travailler sans peur. Il y a 2 jours, un décret annonçait la fermeture de 15 organes de presse majoritairement kurdes. En dépit de ces arrestations, les autorités nient une quelconque atteinte à la liberté de la presse. Enfin, en Asie, plus que quelques kilomètres avant Mossoul, la deuxième ville d'Irak, encore aux mains des combattants de l'État islamique. Après 2 jours de trêve, les forces spéciales irakiennes ont repris l'offensive ce matin et disent être près de l'objectif. Nous sommes ici à Bazouaya, l'un des derniers villages repris par l'armée irakienne à l'organisation de l'État islamique. Une localité stratégique, car située sur le front est, tout près de Mossoul. Après une pause de 2 jours pour consolider leur position, les troupes progressent de nouveau et l'objectif se rapproche. Nos troupes sont proches de la ville de Mossoul. Comme on vous l'a déjà mentionné, après avoir libéré Bazouaya et Khokhjali, nous ne sommes plus qu'à quelques centaines de mètres de la ville de Mossoul. Les soldats irakiens se trouvent donc aux portes de la deuxième ville d'Irak. Mais y pénétrer pourrait prendre quelques heures comme plusieurs jours, car le groupe État islamique pris en étau oppose toujours une certaine résistance. Sur ce front est, l'offensive est menée par les forces d'élite du contre-terrorisme irakien, appuyées par les raids et l'artillerie de la coalition. Une fois positionnées tout autour de la ville, les forces irakiennes devraient entamer un siège et ouvrir des couloirs sécurisés pour faciliter l'évacuation des civils. Mais les djihadistes pourraient utiliser ces populations comme boucliers humains pour fuir. Les combats dans Mossoul s'annoncent longs. C'est une véritable guerre urbaine que l'armée et le groupe État islamique vont se livrer. On estime actuellement qu'entre 3000 et 5000 djihadistes seraient retranchés dans la ville. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari.